Donc, bonsoir tout le monde. Nous sommes ici ce soir pour célébrer la Journée internationale de la femme. Et je suis ici avec 3 femmes dans l'industrie de la musique et du divertissement qui, même pendant la pandémie, ont continué à travailler dur sur leur carrière. Je vais vous donner juste quelques secondes pour vous connecter au YouTube Live, mais en attendant, je voudrais remercier Long et McQuaid pour cette belle initiative qu'ils ont chaque année pour célébrer la femme dans l'industrie de la musique. Avant de commencer, je suis Alessia Priolo, musicienne et présidente de la Fondation Syncopated Noise, une organisation à but non lucratif dont la mission est de soutenir et de promouvoir les musiciens émergents. Ce soir, je serai votre modératrice pour cet événement et rencontre virtuelle. Les invités de ce soir sont Julianne O, Stephanie Richard et Gaia Garda. Je vais les présenter brièvement. Notre première invitée est Julianne O. C'est dans la populaire émission Occupation Double Grâce que Julianne fait son entrée dans la maison des Québécoises. Ayant développé un intérêt pour le domaine des communications, elle a accompagné ses fans dans leur quotidien par le biais de ses réseaux sociaux. Nouvellement arrivée dans la trentaine, Julianne est confrontée à cette nouvelle réalité et découvre que vivre dans sa génération est loin d'être de tout repos. C'est avec humour et beaucoup d'autodérision qu'elle anime Génération Sidechick, un podcast qui démystifie la réalité de sa génération sous toutes ses facettes. Merci, Julianne, d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Ensuite, nous avons Stephanie Richard. Stephanie est une graduée avec distinction de l'Institut Trebas en 2021. Fascinée par les maisons de disques, elle a acquis son expérience et ses connaissances à travers divers stages et emplois dans quelques compagnies différentes. En décidant de faire le grand saut et créer sa propre étiquette, Stephanie combine ses 2 passions, la musique et la condition féminine. Elle soutient les artistes s'identifiant femmes pour les offrir des opportunités égales. Merci Stéphanie d'être ici avec nous ce soir. Merci Alessia. Enfin, on a Gaia Garda, une musicienne montréalaise, notamment connue pour son rôle de chanteuse et harpiste pour le groupe de musique extrême Uriel. En novembre 2020, elle a lancé sa carrière soliste avec son premier album, Anatomy of Fear. Cet album inclut des membres d'Uriel aux instruments à cordes, ainsi que Rocky Gray à la batterie, ex-Evanescence, We Are the Fallen et Lindsay Schoolcraft. Merci Gaia d'être ici avec nous ce soir aussi. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc, bonsoir à tous. Comment ça va? Très bien. Ça va bien, merci. Vraiment bien. Je suis très contente d'être ici avec vous ce soir. Je voudrais commencer par quelques questions plus génériques sur votre carrière auxquelles chacun de vous répondra. Lorsque chaque personne a répondu, n'hésitez pas à intervenir pour ajouter des commentaires ou partager votre point de vue. Donc, je vais commencer avec la première question. Quelle était votre ambition de carrière en grandissant? Et parlez-nous de votre histoire et de votre parcours. Je vais commencer avec Stephanie. Mes ambitions de carrière en grandissant, mais c'est sûr que dans mon cas, la musique a toujours été en avant-plan dans ma vie, depuis, c'est cliché, là, depuis aussi loin que je me rappelle. Plus jeune, je me rappelle que je voulais être chanteuse, sauf que j'ai vite réalisé que ça prend un petit quelque chose qui s'appelle du talent, que je n'avais pas nécessairement. Donc, j'ai dû mettre mes projets de stardom sur la glace. J'ai exploré plusieurs milieux différents, plusieurs avenues. J'ai été dans le milieu littéraire, le secrétariat, j'ai même exploré le domaine bancaire et j'ai un diplôme universitaire en sexologie, qui est l'étude de la sexualité humaine. Puis c'est après tout ça, donc au début de ma trentaine, que j'ai découvert que c'était possible en fait de faire carrière en arrière-scène aussi, pas obligée d'être chanteuse, d'être sur la scène, pour pouvoir travailler dans l'industrie de la musique. Donc quand j'ai découvert ça, là, j'ai décidé de faire le grand saut. Je me suis lancée à pieds joints. C'est pas mal ça. Merci beaucoup. Puis Julianne?
J'ai un parcours un peu comme celui de Stéphanie, là, qui passe par plusieurs chemins, mais moi, j'ai étudié en fashion marketing au cégep. J'ai ensuite décidé de continuer en marketing à l'université, mais j'ai ouvert mon entreprise par la suite qui se spécialisait en décoration d'événements, que ça soit fête d'anniversaire, mariage, etc. Et quelques années s'en est suivi, j'ai fait une télé-réalité, Occupation Double, qui a complètement changé ma vie. Alors, j'ai vraiment eu un parcours super atypique. À la sortie de l'émission, j'ai réalisé en fait que j'étais pas passionnée de ce que je faisais, j'étais pas passionnée de mon entreprise. Alors, j'ai décidé de me lancer à pieds joints dans le domaine des communications et me voilà. J'ai un podcast maintenant et on parle, en fait, on met en lumière les enjeux auxquels les femmes de notre génération vivent. Donc, on parle de toutes sortes de sujets. On passe par la santé mentale, on parle de finances, on parle de dating. Donc, vraiment, tout ce qui me touche, c'est du contenu, en fait, que je ne retrouvais pas moi-même parce que j'étais à l'aube de la trentaine et j'avais besoin de me retrouver un peu là-dedans. Et malheureusement, je ne pouvais pas lire aucune information à propos de ça, ni essayer de trouver des documentaires ou peu importe le contenu. Alors, j'ai décidé de le créer moi-même avec ma partenaire Cathy Marquis, et c'est pourquoi qu'on a lancé Génération Sidechick. Vraiment cool. Gaïa? Oui, dans le fond, moi, j'ai un petit parcours qui était un peu plus millionnaire, je dirais. Quand j'étais enfant, je voulais vraiment être chanteuse, je voulais faire de la musique. C'était vraiment comme le truc qui m'intéressait le plus. Donc, en vieillissant, j'ai décidé d'aller étudier en chant classique. Puis j'étais comme, moi, je vais être une chanteuse classique, je vais chanter de l'opéra, je vais vraiment faire quasiment du théâtre, puis vraiment faire partie d'une troupe d'opéra. J'ai commencé ma première année de cégep, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce que j'aimais. Je me suis rendu compte que le milieu qui est un peu plus classique, c'est un milieu qui est très perfectionniste. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup ce qui est pas parfait. Donc, je me suis un petit peu orientée vers aller dans le monde du métal, qui est comme un genre que j'aime vraiment beaucoup, puis qu'on peut vraiment mixer comme plein de styles de musique et que c'est un genre de musique qui est vraiment comme très ouvert. Puis après, comme plusieurs années en étant dans des groupes de musique métal, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup l'électronique. Je me suis dit, comme l'électronique aussi, ça a l'air cool comme genre. J'ai sorti mon album en musique dans ce style-là électronique. Puis moi, j'avais dans ma tête qu'il fallait absolument que je sois signée sur un label pour pouvoir réussir ma carrière. Puis avec beaucoup d'entraide et beaucoup d'aide de beaucoup de mes amis qui sont dans le milieu de la musique, je me suis rendu compte que c'est possible d'être indépendant. Donc, je me suis vraiment plus lancée dans une carrière 100% indépendante, sans label, sans rien. Merci beaucoup. Donc, la prochaine question que je vais demander, c'est quels ont été certains des défis que vous avez rencontrés dans l'industrie? Je commence avec Gaïa. OK. Moi, j'ai une expérience quand même assez intense par rapport à l'industrie de la musique. Quand j'ai commencé à travailler sur mon album solo, j'ai été signée sur une maison disque qui était en Europe. Et ça a été vraiment une très, très, très mauvaise expérience. Beaucoup de sexisme, beaucoup d'attitudes très négatives envers les musiciens. Donc, ça m'a laissé vraiment avec une très mauvaise impression. Donc, c'est sûr que pour moi, ça a été comme de mes expériences qui a été le plus négatif dans l'industrie de la musique. Sinon, comme tout ce qui est par rapport à jouer dans des concerts ou être dans des groupes, je trouve que c'est une expérience qui est vraiment fun. Surtout avec la scène métal au Québec, on a une scène qui est vraiment très ouverte, qui est vraiment très... j'ai jamais subi de misogynie, genre de aucune personne dans la scène. Le monde sont vraiment, vraiment gentils, mais en dehors du Québec, j'ai vu des mauvaises expériences. Donc, c'est sûr que être une femme dans le milieu, c'est difficile. Mais comme si tu t'entoures de bonnes personnes, je trouve que ça vaut la peine. Merci de partager ça. Juliane? Les défis, en fait, vu que moi, je suis issue d'une télé-réalité, plusieurs de l'industrie pensent qu'on rentre dans le domaine des communications par la porte dans l'arrière. Donc, à cause de ça, j'ai l'impression qu'on a besoin de se prouver encore plus, d'aller chercher une crédibilité. Je trouve que c'est important également. Là, on a besoin de faire notre place, on a besoin de manger nos croûtes, mais des fois, je trouve qu'il y a beaucoup de préjugés face à nous. Tu sais, qu'on est...
pas intelligent ou que, on n'a pas de contenu. Puis ça, ben, je trouve ça plate parce que je pense que si on creusait un peu plus ou on nous donnait un peu plus la chance, je pense que, chaque personne a sa propre identité. Puis voilà. Merci. C'est sûr. Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Ben, c'est sûr que dans l'industrie de la musique, il y a beaucoup de mythes. Il y a beaucoup de mythes qui entourent l'industrie. Puis c'était comme un de mes plus gros défis, les premiers défis que j'ai eu à relever, moi, c'était de briser un peu ces mythes-là. Parce que c'est, dans le fond, ce que ça m'a apporté à faire, c'est de me mettre des barrières parce que je pensais que c'était très, très, très contingenté comme milieu, un petit peu comme je l'ai dit tantôt. Qu'il fallait, que c'est pas n'importe qui pouvait rentrer dans ce milieu-là, qu'il fallait que tu sois quelqu'un, il fallait que tu vives à une place particulière, puis que si tu vivais pas à New York, à LA ou à Londres, ben tu réussirais pas dans le milieu. Si t'étais pas comme super connecté, super extraverti, ou ça avait comme énormément d'entre-gens, c'est sûr que c'était pas un domaine qui était pour toi. Puis finalement, c'est ça, j'ai réussi, en me mettant les pieds dans l'industrie, j'ai réussi à apprendre que la confiance, puis les connexions, c'est des choses qui se bâtissent, que la gêne, ça se brise, puis que l'entre-gens, ben, ça se développe. Puis au niveau de femmes dans l'industrie de la musique, c'est sûr que, bon, on vit tous des défis à ce niveau-là aussi, surtout quand t'es une femme qui est vue un petit peu comme activiste, si on veut, et féministe, parce que ton but, c'est d'aider les femmes dans l'industrie de la musique. C'est sûr que il y a eu des moments où j'ai été reçue, mes idées et moi, avec un petit peu de réticence. C'est sûr que le mot féministe en tant que tel est mal utilisé, mal compris, ça tend à faire peur un petit peu parfois. Fait que c'est sûr que si tu l'utilises comme de façon libre, si on veut, ça peut attirer des réactions un peu plus négatives, tandis que c'est juste un synonyme d'égalité dans les faits, là. Puis c'est ça, donc c'est une façon de désigner l'importance de la femme dans la société, qui est égale à l'homme dans ses droits. Donc, j'ai eu, quand j'ai commencé à parler de mon idée d'entreprise en utilisant le mot féminisme dans ma mission, dans mes valeurs fondamentales, j'ai eu des réactions comme ça ne fonctionnera pas parce que c'était juste pour les femmes, parce que le mot féminisme était là, il était toujours présent. Quand j'ai commencé à vraiment, mais j'ai continué moi, avec ça. Le féminisme, je l'ai gardé dans mes valeurs. J'étais très fière de ce mot-là. Puis j'ai bâti mes réseaux sociaux avec, en mettant ça en avant-plan, pas de problème. J'ai eu évidemment des réactions négatives là, à peu près tout de suite là, quand j'ai mis ça sur les réseaux sociaux. Je vais être franche, j'ai cédé. J'ai changé ça pour un terme qui est un petit peu plus universellement mieux compris, si on veut, donc égalité, qui est juste un synonyme là, dans les faits. Mais je me suis dit, bon, j'ai acheté la paix, mais en tout cas, j'espère qu'un jour, je vais être en mesure de pouvoir l'utiliser avec un petit peu moins de tabou. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ces mots. Merci, Stéphanie. Prochaine question. Oui, Juliane, je m'excuse. Voici. Non, mais je pense que plus qu'on va en parler, plus qu'on va pouvoir enlever les tabous entourant justement ces termes-là puis ce qu'on demande en tant que femme. Là. Oui, c'est sûr. D'accord. Donc, la prochaine question que j'ai pour vous, qu'est-ce qui vous motive et vous inspire? Je vais continuer avec toi. Qu'est-ce qui m'inspire? Les femmes dans ma vie m'inspirent. Ma mère, surtout, qui est vraiment synonyme pour moi de résilience. Ma grand-mère, qui est vraiment une femme forte malgré tout ce qu'elle a vécu. Ça, c'est vraiment, je pense, ce qui m'inspire dans ma vie. Qu'est-ce qui me motive? Ça a été différent. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup motivée par l'argent. Puis en vieillissant, en maturant, j'ai réalisé que qu'est-ce qui me motive, c'était plus le bonheur, tu sais. Puis, dans le fond, ma motivation est très simple. Tant que mes journées sont remplies de bonheur, ben c'est ce qui me motive à aller de l'avant. Là. Merci. Gaia?
Moi, je te dirais, les choses qui me motivent le plus, c'est le monde autour de moi. C'est vraiment quelque chose que je prends énormément, beaucoup d'inspiration. J'ai beaucoup d'amis que je les vois foncer, puis je les vois comme des fois tomber dans un mur, se relever, puis continuer à pousser pour réussir ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Puis pour moi, c'est quelque chose qui m'inspire extrêmement beaucoup. J'ai euh, j'ai l'impression que comme, tu sais, on peut consommer autant de réseaux sociaux, consommer autant genre de vidéos qu'on veut, mais comme il n'y a rien de plus inspirant que quand c'est du monde que tu connais vraiment, puis c'est vraiment du monde que tu vois fleurir, tu vois vraiment du monde comme évoluer puis se développer, puis je trouve ça vraiment inspirant puis motivant à pouvoir moi-même pousser et vouloir me développer encore plus comme personne. Vraiment cool. Stéphanie? Oui, j'ai envie d'aller un petit peu dans le même sens que Gaïa. Ce qui me motive, ce qui m'inspire le plus comme personne, puis comme professionnelle aussi, c'est vraiment les gens autour de moi, que ce soit les gens avec qui je travaille, mes collaborateurs. Je ne serais pas ici aujourd'hui si ce n'était pas de mon réseau professionnel, de mes enseignants à l'école, à l'institut où j'ai étudié. Mes proches aussi, évidemment, qui sont tout le temps là pour me donner la petite poussée quand j'ai besoin d'un petit push. Les artistes avec lesquels que je travaille, comme Gaïa disait, qui sont tellement c'est tellement beau de voir les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont motivés eux-mêmes par ce qu'ils font. Puis, je pense que finalement, dans la même veine, ben, ma mission à moi en tant que telle dans l'industrie me motive énormément. Je veux tellement pouvoir justement aider les femmes à réussir dans cette industrie-là, à avoir une expérience qui est plus agréable. Que c'est ça, c'est une grosse source de motivation aussi. Merci. C'est sûr qu'on a besoin de ça. On n'aime pas beaucoup dans l'industrie. Comme ça, on va aller à la prochaine question. Comment voyez-vous le rôle des femmes dans l'industrie aujourd'hui? C'est un peu plus général, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je vais demander à Juliane. Le rôle des femmes, je trouve qu'on a fait énormément de chemin par rapport à avant, mais il nous reste encore énormément de chemin à accomplir. Et ça, pas juste dans l'industrie de la musique, je pense que c'est dans toutes les industries overall. Mais comme je l'ai dit tantôt, plus qu'on va prendre parole de cette façon-là, comme ce soir, plus qu'on va nous mettre de l'avant, mettre les autres femmes de notre vie de l'avant, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer puis éventuellement aller chercher une position égalitaire, là. Oui, je suis d'accord avec toi. Gaïa? Moi, c'est sûr que ça fait quand même un bon bout que je suis dans l'industrie de la musique, puis je trouve ça vraiment génial parce que j'ai l'impression que dans les dernières années, je vois vraiment beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de femmes prendre la place, beaucoup plus de femmes commencer à organiser des concerts, commencer à vraiment comme prendre non seulement le rôle de musicienne, mais aussi le rôle de manager, le rôle de comme avoir justement une maison de disques ou comme, tu sais, j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de voir un gros boom et je trouve ça vraiment fun de voir à quel point comme on est toutes solidaires entre nous puis à quel point on est capable de s'entraider au lieu de voir d'autres personnes comme étant de la... Comment je peux dire ça? Au lieu de voir d'autres personnes comme étant genre ah, ton succès, c'est une attaque, j'ai l'impression que depuis plusieurs années, le monde, on dirait que le focus a un peu shifté, je dirais. Puis comme on est plus capable de voir d'autres femmes quand ils réussissent comme étant une inspiration, puis étant vraiment comme quelqu'un avec qui on veut travailler ou quelqu'un avec qui on veut comme se développer. Donc, je vois vraiment qu'il y a un beau chemin positif. C'est quelque chose de vraiment positif qui arrive dans le milieu. Puis j'espère que comme on va pouvoir continuer à forcer là-dessus, puis vraiment comme avoir notre place encore plus. Parfait, merci. Stéphanie? Oui, mais je seconde vraiment ce que Juliane et Gaïa ont dit. Le rôle de la femme dans l'industrie de la musique, en ce moment, est crucial. Je pense qu'on a un gros rôle à prendre de sensibilisation. Comme Juliane disait tantôt, il faut parler de notre situation en tant que femme dans l'industrie. Il faut qu'on soit entendu, il faut que les choses se règlent, il faut que les choses changent. Mais il faut surtout faut surtout amener une balance dans une certaine diversité qui est tellement importante dans notre société aujourd'hui. Puis, je veux dire, que la femme prenne plus de place peut amener tellement de choses bénéfiques
je pense, pour n'importe qui dans l'industrie de la musique. Des nouvelles façons de faire, des nouvelles perspectives, des innovations. Mais je pense que je suis confiante, là, je suis peut-être un peu trop optimiste, là, en tout cas. J'espère que non, mais je pense que ça s'en vient. Je pense que ça s'en vient si j'en crois, en tout cas, la population étudiante à l'Institut Trébas où j'ai fait mes études, qui était de plus en plus diversifiée, même certaines classes où il y avait plus de femmes que d'hommes. Je pense qu'on est sur la bonne voie. On voit des belles choses qui se passent, comme Gaïa disait, là. J'ai vu certaines maisons de disques en faisant mes recherches sur le milieu qui, sans nécessairement se nommer féministe littéralement, là, ont des codes d'éthique, par exemple, qui sont bien, bien ancrés dans leur entreprise, qui dictent un peu comment agir au sein de leur entreprise avec leurs artistes, tout ça, que ce soit les femmes, les hommes, n'importe qui, pour toutes les parties, valable pour toutes les parties. Je trouve que des initiatives comme celle-là, c'est vraiment super intéressant, puis ça nous amène dans le bon chemin, je suis certaine. Oui, c'est sûr. Puis moi aussi j'ai noté ça, qui est dans le programme de gestion d'événements, puis de concert production, on a vu beaucoup plus de femmes dans ces programmes-là. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes dans l'industrie de la musique. Donc, ça, c'est très beau. Puis, c'est très important aussi la collaboration entre nous. Ça, je trouve que c'est très, très important de travailler ensemble pour être là pour nous. Donc, ça, c'est ça, comme ça qu'on va nous aider, parce qu'on n'est pas vraiment beaucoup. Puis aussi, c'est bon, je vais demander des questions maintenant plus spécifiques sur votre parcours. Gaïa, tu joues un instrument tout à fait unique, l'harpe. Quand est-ce que tu as commencé à le jouer, puis pourquoi? Je pense que ça doit faire environ 6 ans que j'en joue. C'est un instrument qui m'a toujours vraiment comme... C'était une obsession pour moi. Je voulais absolument comme l'apprendre. C'est un instrument que je trouvais vraiment intéressant. Puis je pensais pas que ça serait vraiment accessible. Puis à un moment donné, j'ai juste une bulle. J'ai juste décidé que genre j'allais m'acheter une harpe. Peu importe comment j'allais faire, j'allais m'acheter une harpe. Fait que pendant environ 5 mois, j'ai tellement écœuré mes amis, ils étaient juste plus capables de m'entendre parler. Je checkais tous les modèles, j'essayais de voir comme qu'est-ce qui pourrait rentrer dans mon budget. J'essayais d'économiser mon argent, je mangeais beaucoup de ramen pour essayer de pouvoir avoir assez d'argent pour m'en acheter une. Puis éventuellement, j'ai trouvé ma première harpe qui est une harpe celtique que j'ai trouvée sur Kijiji à comme 2 000 $ au lieu de genre 10 000. J'étais comme vraiment intéressée. Et finalement, j'avais un violoncelle, j'ai vendu mon violoncelle, j'ai comme tout utilisé mes économies et je me suis acheté la harpe, puis je l'ai ramené chez moi, j'ai regardé, puis j'ai aucune idée comment jouer ça. J'ai aucune idée quoi faire avec. Première fois que je l'ai accordé, j'ai brisé des cordes. Je vous dis ça de même, mais c'est vraiment chiant à remplacer. C'est comme vraiment, vraiment pas le fun. Mais oui, c'est un instrument qui est vraiment cool quand tu commences à l'apprendre un peu plus. Puis il y a beaucoup d'options aussi avec, parce qu'on a tendance à penser à la grosse harpe orchestrale qu'on voit souvent justement avec les orchestres, avec les pédales et tout, mais il y a plein d'autres versions des harpes qui existent. Donc moi, j'ai 2 harpes en ce moment. J'ai une petite celtique qui est quand même assez grosse, puis j'ai une petite je pense qu'on voit un peu dans le background, j'ai une harpe rose qui est un petit peu plus portative. Donc, elle, je peux l'utiliser en concert, je peux jouer debout avec, je peux marcher. Elle est vraiment cute. Ouais, non, je suis vraiment contente. Quand je l'ai vue, je suis comme, hey, rose, j'ai vraiment besoin de la voir. Surtout comme pour jouer des concerts de métal, je me suis dit, ça va popper encore plus. Le monde va être comme, métal? Rose, hein? Le stéréotype, c'est parfait. Oui, exactement. Puis en plus, elle est tellement légère, c'est 6 livres. Donc, on s'attendrait à ce que ça soit quand même assez lourd, mais c'est juste 6 livres. C'est comme vraiment pas lourd à déplacer. Mais oui, c'est une obsession. Là. Comme tu commences avec une, tu commences à en avoir une deuxième. Puis éventuellement, j'arrête pas de regarder à chaque jour si j'en vais pas passer sur le marketplace, sur Facebook, juste au cas où que je pourrais en trouver une troisième. C'est pas l'air d'être un instrument qui est facile à jouer. Ça fait 6 ans que je joue, puis honnêtement, je trouve que je joue comme la merde. Non, c'est très bon. Tu sais, je me débrouille, là, mais c'est un instrument qui est quand même assez difficile, puis il y a beaucoup de techniques, puis que ce soit dans le milieu classique, que ce soit dans le milieu celtique, que ce soit dans le milieu même, t'as des harpes paraguayennes, donc des harpes genre de Paraguay, qui sont carrément une autre technique. Donc, j'ai l'impression que peu importe ce que tu fais,
tu peux quand même jouer. C'est un instrument qui est vraiment le fun. Vraiment cool. Puis c'est rare dans le métal, non? Pardon? C'est un peu rare de le voir dans le métal. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 bands que je connais qui en ont chez Lindsay Schoolcraft à la scène. Justement, c'est elle qui m'a aidé à choisir ma première harpe. Mais c'est quand même vraiment rare dans le milieu. Puis c'est un instrument qui est vraiment beau. Puis je suis comme vraiment contente d'avoir mes 2 bébés avec moi. Vraiment cool. Merci, Gaïa. Stéphanie, tu as récemment lancé ta propre maison de disques. Dis-nous en plus. Oui, effectivement, j'ai fait ça. J'ai fait ça il y a quelques mois, donc au début de l'année 2021. J'ai terminé l'école, puis j'ai décidé de lancer ma maison de disques qui s'appelle Black Rose Records ou les disques Black Rose. Les services s'adressent principalement, comme j'ai dit, à tous les individus s'identifiant femmes. Dans le fond, ma mission, c'est de promouvoir l'égalité, l'inclusivité, surtout l'empowerment féminin. Parce que, comme on l'a dit dans la dernière demi-heure, l'industrie, c'est pas un milieu qui est facile pour les femmes, puis je veux vraiment pouvoir les outiller pour qu'elles soient capables de bien se débrouiller, de pouvoir prendre leur place, puis de réussir dans cette industrie-là qui parfois ne pardonne pas. Puis au niveau des services que j'offre, là, c'est sûr que pour le moment, je commence. J'ai juste commencé. Donc, je commence par développer mes services de promotion de marketing, qui est un petit peu l'expertise que j'avais acquise dans les derniers mois. Donc, je commence avec ça, puis les services vont tous embarquer un après l'autre. Je souhaite offrir des services de label de base, donc enregistrement, accompagnement, consultation. Puis, ça va tout arriver comme graduellement, un après l'autre, quand je vais être en mesure de les inclure. Ce qui rend les choses un petit peu particulières de mon côté aussi, c'est que je ne veux pas fonctionner sous contrat nécessairement. Je trouve qu'un contrat, c'est très encarcanant pour les artistes. Souvent, ils vont se sentir un peu pris au piège avec un contrat. Et c'est pas mon but du tout. Donc, mes services majoritairement vont être offerts à la carte. Donc, vraiment, selon les besoins de l'artiste, même au sein d'un service, ils peuvent aller chercher juste quelques petites choses qui les intéressent selon leur sortie, selon les besoins du moment. C'est ça, je veux vraiment, dans le fond, les mettre à l'aise parce que ma priorité à moi, c'est les artistes. Merci. Merci beaucoup. Juliane, tu étais dans la populaire émission Occupation Double. Wow! Parlez-nous de ton expérience, puis aussi de ton podcast Génération Sidechick. Ça a vraiment été une super belle expérience. Il faut savoir que je l'ai fait 2 fois. Donc, j'ai été très masochiste. J'ai voulu me lancer là-dedans à pieds joints 2 fois. Je viens de sortir de ma 2e aventure. À chaque fois, ça a été super enrichissant. Je pense que pour le public, c'est très différent, mais quand tu es un candidat qui le vit, c'est une expérience vraiment humaine. Tu es confronté à des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs ou les mêmes idéaux que toi. Fait que des fois, ça peut être très confrontant. Puis je pense que c'est dans ces zones hors de ton confort-là que tu en apprends beaucoup plus sur toi. Puis moi, ça m'a permis beaucoup de m'épanouir puis justement de grandir de ça. Et j'ai aussi un copain que j'ai rencontré dans l'aventure. Donc, j'en suis également très reconnaissante. Puis aussi, tu sais, il faut dire que Occupation Double m'a permis d'avoir la plateforme que j'ai en ce moment. Fait que c'est pour ça que je vais tout le temps être reconnaissante de cette expérience-là. J'ai une belle visibilité qui s'y rattache et je la prends absolument pas pour acquis. Et c'est pour ça que moi et ma partenaire, on veut vraiment partager un message pour les femmes. On veut vraiment aider les femmes à aller chercher un certain bien-être. Puis même pour nous-mêmes, parce que même pour moi, le podcast, ça a été un peu comme une thérapie parce qu'on parle vraiment de tout et de rien. Puis on est vraiment super vulnérable face à des sujets qui sont pas nécessairement faciles à aborder. Donc, c'est super enrichissant. Puis je pense que c'est du contenu qui fait du bien, autant pour nous que pour les femmes qui nous écoutent. Puis ça, je pense que juste ça, on a l'impression de remplir notre mission, là. Wow. Merci beaucoup. Une autre question pour Gaïa.
comment définirais-tu ton genre musical? Aussi, tu viens de sortir ton album de façon complètement indépendante. Peux-tu nous décrire cette expérience et nous dire aussi qu'est-ce que tu as appris? Si je vais pour décrire, mettons, mon style de musique de mon album solo, c'est super spécifique, là, c'est du néoclassical dark wave. Ça a vraiment l'air piqué, là, mais dans le fond, c'est une branche de la musique électronique. C'est sûr que moi, c'est pas ma première sortie indépendante, mais c'est peut-être celle qui a eu le plus de succès à date. Mais c'est sûr que j'ai sorti beaucoup d'albums avec mes bands, mais cet album-là, c'est sûr que c'était vraiment comme un gros défi. J'ai beaucoup investi dessus. J'ai travaillé avec l'ancien drummer d'Evanescence. Pour moi, ça, c'était comme vraiment une expérience qui était vraiment mongole. C'était vraiment, vraiment génial. Mais c'était vraiment particulier parce que j'ai vraiment sorti l'album sans aide. J'ai engagé quelqu'un pour faire mon PR, qui est The Word PR. Donc, c'est un gars de l'Ontario qui fait aussi la promotion pour Lindsay Schoolcraft. C'est la première fois que je travaille avec du PR. Vraiment le fun, vraiment professionnel. Ça a fait une grosse différence aussi. Parce que des fois, on a l'impression, surtout quand on sort quelque chose indépendant, on a l'impression qu'on crie un peu dans le vide. Parce qu'on est comme « Hey, j'ai un album, hey! » Mais quand on engage quelqu'un qui est vraiment comme professionnel là-dedans, puis qui est comme, qui a ses contacts, puis qui est capable vraiment de t'aider à faire ton marketing autour de ta musique, ça fait vraiment une grosse, grosse, grosse différence. Même sans avoir de label, sans avoir comme aucune maison pour m'aider, sans avoir aucune truc pas de promotion, mais de distribution. Juste le fait d'avoir comme dit PR, ça fait vraiment une grosse différence. Mon album est quasiment sold out. Je suis quand même assez heureuse. Mais c'était quand même un gros défi, là. C'était une grosse expérience. Et je sais que la prochaine fois que j'en sortirai un, je vais peut-être demander un petit peu plus d'aide parce que c'est quand même beaucoup quand tu es tout seul. Surtout que je faisais le layout pour l'album, je faisais comme toute la grosse partie de l'infographie. C'est trop de travail quand tu es tout seul. C'est pour ça qu'il faut avoir d'autres gens pour ouais. Oh, ouais, c'était beaucoup de travail. Puis j'ai fait mon site en ligne par moi-même, j'ai fait mon Shopify, j'ai fait comme vraiment beaucoup, beaucoup d'affaires par moi-même. J'ai beaucoup appris. Donc, c'est des choses que maintenant qu'ils sont en place, je sais que ça va être plus facile dans le futur. Mais c'était épuisant. Comme une fois que l'album était sorti, j'étais tellement heureuse qu'il soit juste sorti, puis j'avais plus besoin vraiment de penser à tous les millions de trucs qu'il y avait sur ma to-do list. Mais ouais, je pense que pour la prochaine fois, la grosse expérience, ça va vraiment être de peut-être demander un peu plus d'aide. C'est bon d'avoir d'aide. Prochaine question. Stéphanie, tu as récemment obtenu ton diplôme à Trebas. Quel conseil donnerais-tu à quiconque souhaite faire carrière dans l'industrie de la musique? Conseil. Premièrement, je pense que je conseillerais de ne pas faire comme moi j'ai fait, puis attends pas. N'aie pas peur, lance-toi. Il y a de la place pour tout le monde dans l'industrie de la musique. Tu peux prendre le chemin que tu veux, faire les choses comme tu l'entends. Tu as le droit de réinventer la roue, si tu veux, comme moi, je l'ai fait un peu. Je veux dire, il n'y a pas personne. Oui, j'ai eu comme quelques commentaires réticents et tout ça, mais il y a quand même personne qui avait le droit de me dire que je n'avais pas le droit de faire ce que j'ai fait. Donc, tu peux t'inventer, tu peux te réinventer dans l'industrie de la musique. Puis, c'est important de le savoir. Puis, je conseille à n'importe qui souhaite travailler dans l'industrie de la musique de vraiment de ne pas avoir peur et de se lancer. Si j'avais un autre conseil à donner, ça serait de show up. Sois présent, sois là, sois toute là. Montre-toi le plus possible, même si tu es gêné. Tous les événements de networking, je le dis toujours. Exact. Exact. Inscris-toi à des cours, va à tes formations, va aux conférences, va au plus de concerts possibles quand ils vont revenir. Les rencontres de réseautage, ça, il y en a en ce moment. Il y en a plein en ligne. C'est pas ça qui manque. Mais montre-toi, démontre ton intérêt, pose des questions, va chercher toutes les opportunités qui s'amènent à toi. Puis honnêtement, n'aie pas peur de la réaction des gens. Selon mon expérience dans l'industrie de la musique, les gens sont tout le temps contents
sont tout le temps contents d'aider la relève, sont tout le temps fiers de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à leur métier, que c'est pas une barrière. Okay, vas-y, show up. Merci. Merci. Juliane, tu as une grande audience en ligne. Donc, quel conseil peux-tu donner pour développer son audience en ligne? On a beaucoup de musiciens qui nous écoutent, donc c'est toujours quelque chose qui est très difficile. Je pense d'être bold, d'être assumé et de rester authentique à travers ça. Je pense que si tu te développes un personnage en ligne, ça fait pas long feu. Donc, puis le monde finit tout le temps par le ressentir. Donc, tu sais, complètement être soi-même, de s'assumer, peu importe ce que l'on veut, ce que l'on aime. Je pense que c'est vraiment le plus important là, dans ce médium-là. Là. Oui, c'est sûr. Merci. Au moment où on vit un moment très difficile, on le sait, la pandémie, c'est pas facile. Comment êtes-vous resté productif pendant la pandémie? Ça, c'est une question pour tous. Stéphanie, est-ce que tu veux commencer? Oui, certainement. Ben, en fait, la pandémie, pour moi, est comme bien tombée dans un sens parce que j'étais à l'école. Fait que ça m'a vraiment permis de focusser sur mes études, ben, honnêtement, si ça n'avait pas été de la pandémie, je ne pense pas que j'aurais commencé mon entreprise aussi rapidement non plus. C'est une idée que j'avais depuis longtemps, mais si ce n'était pas du temps, de un, que la pandémie nous a comme imposé, si on veut, j'aurais peut-être pas fait ça tout de suite. Donc, ça m'a vraiment poussée là, à concentrer mes efforts et mon temps sur, mes études, puis deux, l'entreprise. Donc, ça a été, pour moi, la pandémie, c'était ça. Ça a pas mal été mon focus. Cool. Juliane? En fait, je suis une des ambassadrices de la Fondation Let's Bond pour la santé mentale qui ramasse des fonds justement pour l'Institut Douglas et la Fondation J'en ai en tête. Et je veux juste un peu réitérer la question parce que tu as dit comment on est resté productif durant la pandémie. Je veux juste dire que ce n'est pas nécessaire d'être productif. Tu sais, dans notre société, on nous impose de calculer nos journées par rapport au degré de productivité qu'on a accompli, mais ça ne devrait pas être ça. Tu sais, je pense qu'il faut vraiment y aller à notre rythme, il faut vraiment s'accomplir, que ce soit dans les petites tâches ou dans des moments de bonheur, des moments de self-love, puis c'est ça qui est important, surtout dans une crise comme on la vit où est-ce qu'on ne peut pas contrôler l'incontrôlable. C'est vrai, merci beaucoup. Je suis d'accord avec Juliane. En fait, si je peux ajouter à ce que je disais, je me suis quand même permis ces moments-là. Puis ça l'aide tout le temps à la productivité par après, je pense. T'as beau être... oui, j'ai fait juste ça là, à l'école, puis démarrer mon entreprise pendant la pandémie, mais si je ne m'étais pas permis des moments où ça va un peu moins bien, des journées santé mentale, j'en serais pas arrivée probablement là, où je suis aujourd'hui. Donc, tu as totalement raison. Ouais. Oui, moi aussi, je bloquais des journées de santé mentale, puis ça aide beaucoup. Gaïa? Moi, c'est sûr, j'ai été quand même très productive au début de la pandémie, je te dirais, comme quand c'est arrivé, j'ai perdu ma job temporairement parce que mon copain, dans le temps, était immunodépressif. Donc, c'était vraiment dangereux pour moi d'aller au travail puis de pouvoir le ramener parce que lui, ça aurait été vraiment comme très, très problématique s'il serait tombé malade. Donc, pendant comme 2 mois, j'étais à la maison tout le temps. Fait qu'on sortait vraiment juste pas. Fait que pendant ce temps-là, j'étais un petit peu en train de devenir, je suis pas folle, là, mais j'étais en train de tourner en rond beaucoup. J'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais faire, puis essayer de comme vraiment être productive. Encore une fois, avec le terme productivité, mais c'est quelque chose qui est vraiment comme très important pour moi. Puis je me suis lancée dans un socio-financement, chose que j'avais jamais pensé que je ferais. Ma campagne, elle s'est vraiment très, très bien passée. Elle a même excédé les objectifs. Puis je m'attendais vraiment pas à ça, surtout en début de pandémie où c'est que beaucoup de monde a perdu leur emploi. Ça a été vraiment comme une expérience très enrichissante, très stressante et très marquante.
je dirais. Fait que pour moi, comme la pandémie a été très productive, mais aussi ça a été comme un bon moment, c'est que je me suis beaucoup remis en question, j'ai beaucoup fait de la recherche sur qu'est-ce que je voulais vraiment dans ma vie, puis qu'est-ce qui était vraiment comme important pour moi, puis qu'est-ce que je voulais faire avec ma carrière, puis où est-ce que je m'en allais. Parce que souvent, on est tellement comme habitué d'être sur le go, de tout le temps avoir de quoi faire, de tout le temps aller travailler, de tout le temps faire ci, faire ça, de voir nos amis, d'essayer de donner du temps à notre famille, d'essayer de faire 1 million de trucs, qu'on finit par pas un peu se perdre dans tout ça. Puis avoir eu 2 mois où est-ce que genre j'étais comme juste un peu coincée avec moi-même, ça m'a vraiment permis de comme vraiment me ressourcer puis vraiment réfléchir à ce que je voulais faire puis vraiment réfléchir à qu'est-ce qui était mes priorités. Donc, la pandémie a eu beaucoup de choses négatives. Je sais que beaucoup de personnes ont perdu de la famille, beaucoup de personnes ont perdu des personnes qui étaient chères à leurs yeux. Puis je sais que c'est difficile encore pour beaucoup de monde. Comme la santé mentale en ce moment, je sais qu'elle est dure pour beaucoup de monde. Beaucoup de mes amis ont la difficulté, beaucoup de monde dans ma famille ont la difficulté. Puis je suis sûre que n'importe qui de vous autres connaît des personnes qui ont de la difficulté. Puis je trouve que c'est vraiment important de pas s'en vouloir si on prend du repos, mais aussi d'être certain que des personnes autour de nous, qu'on n'entend pas nécessairement genre nous appeler, de juste vérifier si eux sont corrects aussi, parce que souvent c'est dur de reach out, c'est vraiment dur d'aller chercher de l'aide. Puis comme je trouve que ça être dans un moment où c'est comme où est-ce qu'on n'a plus accès à notre système de sécurité autour de nous, notre famille, nos amis, tout, c'est vraiment difficile. Puis je trouve que c'est vraiment important de comme prendre le temps d'appeler, prendre le temps d'envoyer un texto, prendre le temps de juste comme être sûr que tout le monde est correct autour de nous. Puis je trouve vraiment que la dernière année a vraiment été comme un moment qui m'a vraiment fait réfléchir à ce que je donnais aux autres, mais aussi à ce que genre, je pourrais apporter plus à mes amis, puis qu'est-ce que mes amis m'apportaient aussi, puis comme essayer de s'entraider. Merci. Oui, c'est vrai, il faut, si quelqu'un a besoin d'aide, c'est très important de parler avec tes amis, ta famille, pas de s'isoler, donc ça c'est très important. Merci Gaia. J'ai une dernière question pour vous. Donc, quel conseil donnez-vous à d'autres femmes qui essaient de trouver le chemin et la confiance nécessaire pour réaliser leurs rêves? Je vais commencer avec Stéphanie. Je pense que je l'ai un petit peu déjà dit tantôt, mais c'est vraiment d'aller chercher toutes les ressources possibles, poser des questions. Je pense que le meilleur truc, honnêtement, c'est de parler à quelqu'un qui fait ce que toi, tu veux faire. Donc, si tu as besoin tout ce qui te manque, c'est la confiance pour arriver là où ces gens-là sont. Va poser des questions, informe-toi, demande-leur qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que tu pourrais faire pour aller chercher ce petit plus-là que tu as besoin. Vraiment de s'informer le plus possible et de parler au plus de gens possible. Merci. Juliane? Ça suit un peu ce que Stéphanie dit, mais aussi, je pense qu'afin de bâtir une certaine confiance en toi, il n'y a que toi qui peux te l'offrir. Je pense que de ne pas aller le chercher chez les autres. Tout se passe entre nos deux oreilles. Fait que je pense que je parle de self-love, mais encore une fois, de se donner de l'amour, de se donner du self-love, de se faire confiance, c'est ça qu'on va finir par blossom. Fait que moi, ça serait ça, ma petite aparté. Merci, Juliane. Gaia? Moi, je dirais que ça serait vraiment de ne pas avoir peur d'être unique. On voit tellement comme il y a tellement de personnes autour de nous, il y a tellement de personnes sur les réseaux sociaux, on voit tellement comme beaucoup d'options puis des fois j'ai l'impression qu'on a tendance à se perdre un peu. Puis dans un milieu comme la musique, il y a personne qui va faire la musique comme toi tu vas faire, il y a personne qui va avoir la même voix que toi, il y a personne qui va avoir la même touche que toi. Puis j'ai l'impression que comme faudrait avoir moins peur des imperfections, faudrait avoir moins peur de juste être honnête puis juste être nous-mêmes par rapport à la musique ou par rapport à n'importe quel art ou par rapport à n'importe quelque chose. C'est juste c'est correct d'être toi, t'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Puis c'est bon de prendre les inspirations d'autres personnes, mais il y a personne qui va être
la meilleure version de toi-même que toi. Donc, je trouve vraiment que parce que moi, c'est un problème que j'avais beaucoup, c'est la confiance. Quand je me suis lancée dans le milieu, j'étais super timide, j'avais de la misère à parler. Maintenant, je suis capable de faire des trucs Zoom, puis je suis pas stressée comme, comme un malade. Mais avant, juste dire allô à quelqu'un, c'était extrêmement stressant pour moi. Mais je trouve que c'est, tu sais, chacun, on avance à notre propre rythme, puis c'est correct s'il y a des choses que, comme, toi, t'as plus de misère que d'autres personnes, puis c'est correct de, comme, avancer à ta propre vitesse, puis comme, on devrait être juste moins tough sur nous-mêmes, puis juste, comme, prends ta place, puis sois toi, c'est correct. Faut arrêter de se comparer, je pense que c'est Exactement, ouais. Et la perfection, ça n'existe pas. Mm-hmm. C'est relatif, la perfection, la perfection. La perfection, c'est tellement relatif parce que des fois, j'ai des chansons que j'écoute puis je suis comme, ah, pour moi, cette chanson-là est parfaite. Je la montre à d'autres personnes qui sont juste comme genre, c'est pas très bon. Tout est vraiment relatif dans la vie puis c'est correct. C'est ça qui fait que le monde est la meilleure qui est en ce moment. Merci beaucoup, Gaia. Donc, on est rendu à la fin. Merci beaucoup. Vous êtes très inspirants. C'est vraiment beau. Merci d'être avec nous ce soir pour célébrer la Journée internationale de la femme. Puis aussi, merci à tout le monde qui a regardé cet événement virtuel. Un grand merci à Long McQuaid pour avoir rendu cet événement possible. Merci à tous ceux et celles qui ont regardé cet événement. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Merci pour les Bye. Merci, Alessia. Merci.